Bonjour, chers internautes, chers abonnés de Mwebuntu, ici à Kinshasa, le siège des institutions où je reçois les panels de journalistes du Grand Kasaï. Ici, aujourd'hui, dans Mwebuntu Café, nous allons discuter aussi des termes importants pour le Grand Kasaï. Il s'agit là du développement de ces territoires, tant oubliés. Sans tarder, je reçois pour vous ce panel d'importants fils d'une de notre pays. Il s'agit de Messieurs Van Frédéric Chilanda, journaliste chez Scope RDC.net et journaliste journal La Prospérité. Il est le correspondant régional. Le deuxième invité, c'est M. Pierre Sosten Kambidi, journaliste à actualité.cd et directeur de la radio chrétienne à Kananga. Et le troisième invité, c'est Espérant Daniel Kamboulou, journaliste à Malandi Télévision à Kananga et directeur régional des Sasa Studio. Alors, chers amis, bienvenue. Merci. C'est un grand honneur pour moi, pour Mwebuntu et ses abonnés, et aussi particulièrement pour la population Grand Kasaï. Et nous vous en sommes infiniment reconnaissants d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Alors, nous allons pouvoir discuter Grand Kasaï aujourd'hui et votre présence ici à Kinshasa. Mais avant, bien sûr, de procéder, je vais vous donner juste 15 secondes maximum pour essayer d'ajouter, dire si vos identités étaient correctes et parlez-nous quand même de votre santé, comment vous sentez aujourd'hui, comment les séjours à Kinshasa. Et voilà, on va aller comme ça. Alors, je commence avec Espérant Daniel Kamboulou. Je vais commencer avec vous et vous nous dites comment la santé. Juste 15 secondes. D'abord, je tiens personnellement à remercier Mwebuntu pour cette opportunité d'échange parce que nous allons parler de questions de développement. Nous, le développement du Grand Kasaï nous intéresse au plus haut point. C'est ce qui justifie d'ailleurs notre présence ici. En fait, la santé, elle est bonne. Je suis en très bonne santé. Et bon, si je n'étais pas en parfaite santé, je ne me serais pas présenté ici pour débattre autour de la question. Merci beaucoup. Vous allez passer le micro à Espérant Daniel, Pierre Sosten Kambidi. Comment vous allez? Non, très bien. Salut, merci de l'invitation et de l'intérêt que vous attachez à l'espace Grand Kasaï. Sur le plan de santé, ça va. Comme on dit, toute personne en bonne santé était malade qui s'ignore. Donc, physiquement et à l'œil nu, je suis à bon point. Ah, d'accord. Très bien. Merci. Et nous allons procéder avec Van Frédéric Chilanda. Comment vous vous portez et comment les séjours ici à Kinshasa? Merci beaucoup, cher ami. Je suis très ravi de répondre à votre invitation. Je vais très bien. Un petit correctif sur la présentation. Merci. Je m'appelle Van Frédéric Chilanda. Je suis correspondant des Scope RDC.net. Vous avez parlé des Scopes. Peut-être que les internautes qui nous suivent auront difficile à se retrouver. Donc, je travaille pour Scope RDC, mais j'écris aussi pour le journal La Prospérité. Du point de vue sanitaire, je vais très bien, mais je suis un peu émotionnellement dérangé par rapport au malheur que traverse le peuple du Grand Kasaï. Et donc, pour moi, c'est un grand honneur de recevoir votre invitation pour parler Grand Kasaï et évoquer les différents problèmes auxquels sont confrontées les populations et avec l'ensemble des collègues sur ces plateaux, tenter de mettre les internautes, mais également tout le monde qui aura la possibilité de suivre cette émission sur de meilleures pistes pour comprendre les vrais enjeux du développement chez nous dans la région du Kasaï. Merci beaucoup. Nous parlons Grand Kasaï aujourd'hui avec
c'est panéliste, c'est spécialiste en la matière. Je vais encore retourner le micro chez vous. Cette fois-ci, votre présence ici à Kinshasa, c'est quoi? Et tenons juste à l'air dans 20 secondes, si possible. Votre présence ici, c'est quoi? Pourquoi vous êtes ici? Et cette fois-ci, je commence avec Van. Merci beaucoup, cher ami. Bon, le panel de journalistes du Grand Kasaï se porte ici à Kinshasa pour un plaidoyer actif par rapport au problème, comme je le disais tout à l'heure, que j'étais émotionnellement dérangé. Nous avons compris qu'il faut qu'on fasse les journalismes autrement. On appartient à des organes d'information différents et nous avons essayé de mutualiser nos efforts pour porter haut ces défis que nous avons sur le chemin de développement, les problèmes que la population rencontre, parce que tout est parti d'un constat selon lequel, depuis des lustres, ça fait plus de 2 décennies que la région du Kasaï est dans les oubliettes. Il n'y a aucun projet important pour aider la population à sortir de son marasme et de ses difficultés qui a été mené de l'autre côté. Et donc, ce qui a d'ailleurs conduit à la crise sécuritaire qu'on a connue, parce que tout simplement les gens étaient livrés à eux-mêmes. Et c'est en rapport avec cela que les panélistes que nous sommes avons pris conscience effectivement de mener des émissions qui vont dans le sens à réveiller la conscience des dirigeants politiques sur les défis qui sont les nôtres. C'est pour cette raison que nous avons compris qu'il y a nécessité de nous déporter et venir à Kinshasa, rencontrer ces autorités au niveau national, rencontrer ces différentes autorités, ces différentes personnalités de la sensibilité centre-kassaïenne pour comprendre leur perception du décalage qu'il y a entre les politiques publiques et la matérialisation de celles-ci dans une région comme celle-là. Je crois que c'est les besoins qui nous animent et les autres amis peuvent avoir des éléments d'information à compléter là-dessus. Mais pour nous, c'est un plaidoyer actif que nous portons sur base des recommandations, sur base des réclamations du peuple du Grand Kasaï. Pierre Sosten, prenez le micro. Vous pensez aller dans le même sens que Van? Bon, en fait, au niveau de l'idée fondamentale, c'est pratiquement la même chose. Nous avons essayé de nous dire que Kinshasa demeure le centre de décision et d'impulsion du développement. Parce que malheureusement, c'est le paradoxe congolais. Au lieu que le développement parte de la base vers le sommet, et on a l'idée qu'il faut que Kinshasa tourne pour que la base puisse tousser. Alors nous avons décidé de venir au niveau du centre de décision, essayer de voir les différents fils de l'espace Grand Kasaï. Pour voir, ils ont le rôle qu'ils jouent dans les institutions du pays, tant au niveau de la présidence que du gouvernement et du Parlement. Essayer de leur poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'en dépit du nombre qu'ils se recrutent dans les institutions, en dépit de fonctions qu'ils occupent, l'espace Grand Kasaï demeure ce qu'il a toujours été. On a prétendu que sous Mobutu, on ne pouvait pas faire des choses en faveur des Kassaïens. On a prétendu que sous Kabila, l'espace Grand Kasaï était acquis à l'opposition, notamment l'UDPS. Et aujourd'hui, il y a quand même un changement. Il y a un fils de l'espace Grand Kasaï qui est au sommet de l'État. Il y a beaucoup de fils de l'espace Grand Kasaï qui sont dans les institutions. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu qu'on les attende, qu'ils arrivent chez nous pour leur poser une ou deux questions, nous avons estimé venir ici, essayer de les sensibiliser pour qu'ils comprennent qu'il y a péril à la demeure, il faut faire quelque chose. Voilà qui nous a amenés. Dire que les choses ne marchent pas. Essayez de parler avec eux. De manière, parce que généralement, quand on est dans un bureau UP, un bureau climatisé, on voit les choses autrement. Donc, quelqu'un peut descendre avec votre caméra, vous faites un reportage sur un immeuble de Kananga, vous diffusez ça à la télévision, les gens croient que ça passe bien dans l'espace Grand Kasaï. Alors, espérant, Daniel, pensez-vous que c'est seulement les fils du Grand Kasaï, tout autour du président, cela peut faire quelque chose pour le développement ou c'est l'affaire de tous ou du président de la République? Il faut d'abord se dire que l'initiative du panel, c'est de porter sur Kinshasa, c'est d'abord un réveil de la conscience des fils, des dignes fils de l'espace Kasaï, qui ont compris qu'il était important de faire des choses de manière autre. C'est que nous avons toujours été habitués à des plaidoyers menés par des politiques
qui se limitent dans des salons politiques, qui se limitent dans des bureaux, parfois des financements qui sont décidés pour être orientés vers les Kasaï, ça n'arrive pas à la destination. Donc les projets à impact visible ne sont pas organisés, réalisés au Kasaï. Nous nous sommes dit, nous avons aussi des responsabilités vis-à-vis de notre responsabilité en tant que leader, de nous lever pour voir autrement les choses, éveiller la conscience de ceux qui ont la responsabilité vis-à-vis de tel ou tel autre axe de développement dans l'espace Kasaï. Alors, pour revenir à votre question, ça ne concerne pas seulement que les fils du Kasaï. C'est vrai que la première responsabilité leur incombe en tant que fils du Kasaï qui ont des charges de l'État, chacun selon son axe de travail ou son axe de compétences, mais également ça implique d'autres acteurs qui ont des rôles à jouer dans l'espace Kasaï. Parce que le Kasaï n'est pas un territoire en dehors du Congo. Donc le Kasaï doit bénéficier également des mêmes avantages que bénéficient d'autres espaces. Sosten l'a dit tout à l'heure, nous avons paradoxalement constaté que, bon, hier on disait que c'était parce que le Kasaï n'était pas le maître du régime, sous Mobutu, sous Kabila, l'aider Kabila, et aujourd'hui que les Kasaï est au pouvoir, les problèmes demeurent. Alors il est de notre responsabilité de venir vers le décideur, de venir les conscientiser, de venir les appeler à la conscience, de voir, de considérer aussi que les Kasaï existent. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait des millions d'argent qui sont chiffrés, qui sont décaissés pour des projets à réaliser au Kasaï, et que ces millions-là n'arrivent pas à la base. Ces millions-là n'arrivent pas à réaliser des projets concrets. Voilà pourquoi, en tant que digne fils, nous nous sommes levés pour venir vers ceux-là qui ont la responsabilité vis-à-vis de la relève de telle ou telle autre question pour que les choses soient faites de manière autre. Merci. Van, je vais vous donner le micro maintenant là. D'abord, je rappelle que vous êtes le correspondant régional chez Scooper RDC.net. Scoop RDC. Oui, Scoop RDC.net, merci. Et journal La Prospérité. Alors, d'abord, vous ajoutez ce que vous voulez dans 5 secondes. Et pensez-vous que le problème, c'est au niveau politique ou le problème, c'est au niveau de notre société? Je crois que les seuls ajouts que je voudrais apporter dans l'argumentaire pertinent de Espérant Daniel Kambolo tout à l'heure, c'est de considérer que, en tout cas, notre présence, comme je le disais tout à l'heure, c'est apporter un plaidoyer actif par rapport aux problèmes que nous avons. Mais parce que le développement est une affaire de tout le monde, nous allons aussi vers le partenariat parce que, comme il a expliqué tout à l'heure, les Kasaï et ses ressortissants, seuls, ne suffisent pas effectivement pour apporter le développement, mais nous allons aussi vers de personnes qui ont des idées novatrices, leur présenter les potentialités de notre région. Parce que les séjours à Kinshasa, notre séjour à Kinshasa, c'est également une opportunité de vendre autrement notre région. Nous avons des grandes ressources de l'autre côté et il y a plusieurs personnes qui ont des idées et des moyens sûrement pour venir investir chez nous. C'est également un plaidoyer dont nous sommes porteurs. Et donc, c'est l'unique ajout que je voudrais apporter pour essayer de faire comprendre que ce ne sont pas forcément les originaires de la région du Kasaï qui peuvent contribuer significativement à son développement. Mais alors, pour revenir à votre question, s'il s'agit de me le rappeler... Je disais, c'est l'affaire politique ou l'affaire sociétaire? Bon, je crois que les développements de la région du Kasaï, les développements, comme il faut l'entendre, c'est un terme... qui renferme en lui plusieurs aspects, il est multisectoriel. Ce n'est pas l'affaire politique, mais parce qu'il s'agit de la gouvernance, il faut toucher beaucoup plus la gouvernance, l'idée que portent les dirigeants, l'idée que portent les grands responsables, parce que cette charge de se développer incombe à des administrations. Et les administrations sont tenues par des politiques qui ont des projets pour... ne serait-ce qu'à rencontrer leur vision des gouvernances. Alors c'est d'abord au départ, selon mon point de vue, une affaire de personnes qui pilotent certaines politiques pour la gouvernance de ces pays. Mais alors parce que vous parlez du développement au niveau de la région du Kasaï, c'est comme Sosten vous l'a expliqué. L'idée que nous avons portée pour venir à Kinshasa, c'est de considérer que depuis le régime qui se sont succédés à la tête du pays, n'ont pas été, j'ai envie de dire, cléments ou
sérieux vis-à-vis de la région du Kasaï, où on a considéré que c'est parce qu'il n'y avait pas de dignes fils de la région qui étaient à la tête du pays, c'est ainsi que les choses ne marchaient pas. Alors, on essaie de comprendre tous ces aspects, effectivement, de la gouvernance. On essaie aussi d'établir les équilibres par rapport aux différents régimes qui se sont succédés pour comprendre le vrai problème. Alors, le problème, il est à la fois politique, s'il s'agit que je réponde ainsi, il est aussi à la fois structurel, mais il est aussi à la fois lié aux défis nouveaux par rapport à la marche du monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde fonctionne. Non seulement il y a des problèmes sur la vision, il y a des problèmes sur des individus, mais il y a également des problèmes par rapport aux nouveaux défis, aux nouveaux enjeux. Donc, je considère que les problèmes du développement au niveau du Kasaï, il est multisectoriel et il faut aller vers les secteurs importants pour les comprendre d'une certaine manière. J'espère que les autorités vous écoutent et c'est un point pertinent, le vôtre, que nous respectons. Alors, Sosten, aujourd'hui, le conseiller du président, je ne sais pas moi en matière de développement ou en quelle matière, vous reçoit. Il dit, nous sommes prêts pour cette fois-ci jeter un coup d'œil sur le Grand Kasaï. D'accord? Par rapport à votre démarche, pensez-vous que la population est prête à donner une réponse aussi positive? Il y a argent, il y a le financement. Pensez-vous que cette population-là, c'est ce qu'il faut pour en fait développer votre province? Merci, cher ami. Je voudrais revenir un peu sur ce que Van a dit. Il évoque une dimension assez large du développement. Moi, je crois qu'il faut circonscrire les choses. Aujourd'hui, dans l'espace Grand Kasaï, on n'a pas besoin d'assez d'efforts pour donner du tonus et mettre les Kasaïens au boulot. C'est-à-dire, il y a deux choses essentielles qui me paraissent être les plus importantes. Notamment, il faut désenclaver l'espace Grand Kasaï. Dès que nous sommes désenclavés, c'est fini. Nous avons suffisamment d'énergie, nous avons des forces, nous avons des intelligences pour nous développer. Parce que, généralement, j'ai eu peut-être la petite chance de faire plusieurs provinces de ce pays. Partout, quand vous racontez le Kasaï, ce sont les gens qui ont réussi ailleurs. Qu'est-ce qui fait que les mêmes Kasaïens réussissent ailleurs et ne puissent pas le faire chez eux? Nous avons d'abord cet élément, l'enclavement de la région du Kasaï. Le deuxième problème qui se pose, c'est le manque d'électricité. Vous ne pouvez pas développer un milieu sans qu'il y ait de grandes entreprises. Et comment des grandes entreprises peuvent s'installer dans la région du Kasaï? Parce qu'on n'a pas d'énergie. Si ces deux questions sont résolues, les restes des Kasaïens vont se battre. J'ai une question pour vous. J'aimerais que les choses soient claires, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous parlez de désenclavement de Kasaï ou du Kasaï, Grand Kasaï. Nous parlons Grand Kasaï. Les routes sont en train d'être construites. Il y a maintenant la route quelqu'un peut rouler d'ici vers Chikapa. Directement, nous sommes dans le Grand Kasaï. Est-ce que le fils de ce Grand Kasaï pense à se faire d'idées entrepreneuriales pour instaurer des petites activités aussi commerciales tout autour de cette route qui est en train d'être construite, où ils attendent qu'un Indien, un Chinois puisse venir et placer des restaurants pour qu'eux soient engagés. Voilà mon problème à ce niveau-là. Essayez aussi de comprendre. Le politique, oui. Nous parlons de Mobutu, nous parlons de Kabila, 20 ans, 32 ans, et tout de suite. Ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même cette volonté-là. Même si ce n'est pas encore vraiment matérialisé, il y a cette volonté. Mais la population kassaïenne est prête pour répondre. Ici, je parle en termes de l'entrepreneuriat. Je vous remets le micro. D'abord, je voudrais revenir sur le terme. Vous parlez de la volonté politique. Moi, je pense qu'il faut de l'audace politique. La volonté politique est exprimée. Le chef de l'État arrive, il dit des choses. Ça, c'est au niveau de la volonté. Donc, il y a cette volonté-là. Aujourd'hui, pour crever l'abcès
en ce qui concerne le développement du Kasaï, on a plus besoin de l'audace politique. On a besoin de la volonté, là, elle est affichée. On a besoin de l'audace politique. Est-ce que les Kasaïens sont disposés à se jeter dans l'entrepreneuriat? Oui. Ils sont disposés. Comment? Lorsque vous arrivez, vous partez de Kinshasa, vous arrivez à Chikapa. Avec les collègues, nous avons été à Chikapa. Le mode de vie qui est à Chikapa est différent du mode de vie qui est à Kananga. Le mode de vie qui est à Kananga est différent du mode de vie qui est à Mbujimaï. De même que le mode de vie qui est à Kabinda est différent du mode de vie qui est à Lusambo ou à Lodja. Donc là, j'ai essayé de ramasser les 5 provinces de l'espace Grand Kasaï. Parce qu'il faut le rappeler à l'intention des internautes qu'on avait 2 provinces du Kasaï, le Kasaï occidental et le Kasaï oriental. Le Kasaï oriental a donné naissance lors du découpage de 2015 à 3 provinces. Vous avez le Kasaï oriental, l'Omami et le Sankuru. Tandis que le Kasaï occidental a donné naissance à 2 provinces, le Kasaï central et le Kasaï. Alors, mais quand vous êtes dans cet espace, vous découvrez que les modes de vie diffèrent selon qu'on est au Kasaï, ou au Kasaï oriental, ou au Sankuru, ou bien à l'Omami. Pourquoi? Parce que toutes ces régions du Kasaï ne sont pas interconnectées par les routes. Donc c'est plus facile de joindre Chikapa. Et quand vous êtes à Chikapa, vous avez l'impression que vous êtes dans une commune de Kinshasa. Donc vous n'êtes pas au Kasaï, vous êtes dans une commune de Kinshasa. D'autant plus que la langue qui est plus parlée là-bas, c'est le Lingala. Donc les habitudes des habitants de Chikapa dans la province du Kasaï sont un peu plus calquées sur les habitudes de Kinshasa parce qu'ils ont la facilité de venir à Kinshasa. Tandis que quand vous êtes à Chikapa pour joindre Kananga, vous avez 100 km jusqu'à Kamoisha, c'est plus facile. Dès que vous dépassez les 100 km, c'est le calvaire qui commence. Mais quand vous êtes le long de la route qui est déjà tracée au départ de Chikapa jusqu'à Kamoisha, parce que là nous sommes à l'intérieur de l'espace Grand Kasaï, il y a des initiatives qui démontrent que les gens sont prêts à se jeter dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on va dire qu'on n'a pas de moyens financiers, mais moi je crois qu'au niveau de l'entrepreneuriat, le plus grand moyen qu'on a, c'est d'abord son cerveau. Dès qu'on a son cerveau, on met le cerveau en mouvement, les gens peuvent avancer. Vous êtes arrivé là, ça c'est la volonté, vous avez cette volonté, vous avez le cerveau, vous dites faisons ça pour sensibiliser les gens à découvrir ce qui se passe dans la région du Kasaï. Donc les gens sont prêts à le faire. Je donne un autre exemple. Lorsque la route Kalamambouge était en train d'être ouverte, malheureusement on ne l'avait pas encore consolidée, il y a eu des gouverneurs qui ont décidé de lancer le trafic sur la route. Et je ne rentre pas dans ce qui avait été amassé comme frais de péage. Mais on a même vu qu'à Kananga, le mode de vie est en train de changer. On a vu un gouverneur, Alex Kande pour ne pas le citer, qui lance une centrale solaire qui se trouve aujourd'hui à la résidence du gouverneur. Je me rappelle à l'époque, beaucoup de gens à Kananga avaient commencé à acheter des congélateurs. Et j'ai vu que dans certaines familles, on commençait à refroidir l'eau qu'on revendait. Et au lieu que les gens soient là en train de quémander, de mendier 1000 francs, 2000 francs, au moins on sentait que les gens étaient capables de se procurer un repas quotidien. Mais déjà avec une centrale solaire, si les gens étaient capables d'imaginer ça, mais les jours que nous aurons une route qui donne sur l'Angola, croyez-moi, les Kasaïs vont se mettre au service, il y aura de l'entrepreneuriat. Tous les grands hommes d'affaires qui sont ailleurs fuient l'espèce du Kasaï parce qu'il n'y a pas de route. Quelqu'un qui va acheter son marchandise, par exemple, aux Émirats arabes unis, pour que les marchandises arrivent à Kananga, il met 6 mois. Des fois, les marchandises arrivent dans un état périssable. Alors, vous voyez, toutes ces difficultés font qu'aujourd'hui, la population ne sait pas imaginer comment il faut attaquer sur le plan de l'entrepreneuriat. Mais il faut vous dire qu'il faut féliciter ces gens, les gens de l'espace Grand Kasaï. Bien que souvent, dans ces difficultés, vous avez des hommes qui vivent. La résilience. Ils ont imaginé des mécanismes pour tenir le coup. Donc, si aujourd'hui nous avons une route, parce que du côté de Chikapa, déjà Chikapa est connecté à Kinshasa, c'est plus facile. Donc, de Kinshasa, on peut venir au Congo central, on a une vue sur l'océan, et Chikapa a aussi la possibilité sur l'Angola. Il faut qu'on trace cette route-là, la route de Kamako et Kandiaj. Alors, si au niveau du Kasaï central, on trace la route de Kalamambouge, déjà à l'époque, on voyait beaucoup de camions qui venaient de Mbujimaï, qui passaient par Kalamambouge pour chercher le marchandises et ramener en Mbujimaï. C'est lorsque la route s'est détériorée que la situation est devenue catastrophique. Donc, si on ouvre cette route, croyez-moi, les gens vont imaginer des initiatives. Et généralement, les routes entraînent aussi le développement. On ne peut pas voir, quand vous allez sur la route de Chikapa,
La plupart des maisons, au départ des camps Moïcha jusqu'à Chikapa, les gens commencent à construire des maisons en dur, même en semi-dur. Là où il y avait des huttes, les gens imaginent que non, on ne peut pas être le long d'une route moderne et puis on habite dans des huttes. Tout ça démontre qu'il y a une volonté. Si seulement l'État y va avec l'audace politique et on nous construit la route, on ouvre seulement la région du Kasaï. On connecte la région du Kasaï qui aujourd'hui est privée de débouchés. Croyez-moi, l'entrepreneuriat va aller de l'avant. Merci beaucoup et j'espère que les gouvernants vous écoutent et ils seront prêts à répondre aux difficultés, aux besoins de cette population. Alors, tournons la page. Cette fois-ci avec Espérant Daniel. Je rappelle, vous êtes journaliste à Malandi Télévision à Kananga et directeur régional des Sassa Sidio. Est-ce la population du Grand Kasaï comprenne ces vocables? Passons juste en quelques secondes. Essayez d'expliquer. Est-ce que cette population comprend bien le partenariat et l'entrepreneuriat aujourd'hui avec le numérique? Parce que nous avons un ministère maintenant. Parce que vous ne pouvez pas séparer ces trois vocables. Est-ce qu'ils comprennent bien? Nous ne pouvons pas toujours jeter un petit souci, un petit problème sur nos gouvernants. Mais est-ce que nous, population, nous comprenons ces vocables? À vous. Merci beaucoup, cher ami. Je continue à dire d'abord que il est important que les Kassaïens se réveillent à tous les niveaux pour qu'ils favorisent le développement, parce que le développement, c'est une affaire de tous, et qu'aujourd'hui, si vous avez vu les journalistes se constituer à un panel et se réveiller pour venir jusqu'au niveau de Kinshasa, toquer à des portes de quiconque peut apporter la solution ou un plus au développement du Kasaï, donc plusieurs peuvent également emboîter le pas. Quant à la question de savoir si les partenariats, les concepts de partenariat et entrepreneuriat sont des concepts connus et compris par la jeunesse, je me dis oui, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Vous le savez, comme Sultan l'a dit, déjà à l'initiative, déjà au lancement en 2016 de la centrale hybride solaire qui ne donnait que 2,5 MW, on a vu des petites unités de production être constituées ça et là par les jeunes. Être constituées ça et là. Nous avons vu des petites boîtes être... beaucoup d'activités. Il n'y a pas eu beaucoup de demandeurs d'emploi, mais il y en a eu plus qui étaient en train d'en créer, capables de résorber la problématique de carence d'emploi dans la province. Ça, ce n'est que pour le Kasaï central. Je vais donner également un exemple. Si vous allez dans le Kasaï voisin, qui était hier une partie composante du Kasaï occidental, où on a aujourd'hui une centrale qui est en train de donner un courant prépayé, des décès. De temps en temps, vous voyez que les jeunes se lèvent pour combattre, pour s'attaquer à la hausse du prix de ces courants-là parce qu'ils ne favorisent pas le développement de petites unités de production pour que les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. Moi, je me dis qu'il est important d'aider le jeune, d'aider la jeunesse parce qu'il faut compter beaucoup plus sur la jeunesse, mais il est également important que l'État puisse jouer sa part. Jouer sa part, c'est permettre à ce que les ressources qui sont produites du Kasaï puissent bénéficier au renforcement du capital humain qui est capable de créer l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je me dis par exemple? Vous avez un service qui tire beaucoup de dividendes au Kasaï, le CEC par exemple. Je ne peux parler que de ça. Les centres d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, qui tirent le diamant à Chikapa au Kasaï, qui tirent le diamant à Bonkala au Kasaï central. Mais est-ce que ce diamant-là profite au Kasaï? Non. Il ne profite pas. Vous allez par exemple dans la ville d'Anvers en Belgique, on vous dit cette ville est construite sous base du diamant tiré de Chikapa et de Mbujimaï. Mais est-ce que les populations de Chikapa et de Mbujimaï ont profité de ces ressources-là? Non. Voilà pourquoi il est important que les intelligences s'élèvent au Kasaï pour que les ressources du Kasaï ne profitent pas qu'à l'État qui est basé au niveau de Kinshasa, mais qu'ils profitent également à la population, d'où ces minéraux sont tirés. Et comme ça va impulser le projet de développement. Lorsque les milieux seront développés, des entrepreneurs vont naître. Lorsque les entrepreneurs vont naître, ils vont résoudre un problème de chômage. Et nous n'aurons pas les regards rivés vers les gouvernants, les regards rivés vers le gouvernement, le pouvoir central. Mais là, nous allons commencer à résoudre les problèmes à la base par rapport à ça. Quant au partenariat, je pense qu'aujourd'hui,
On ne peut pas être campé sur soi-même et penser que seul on peut se suffire. Donc nous avons besoin de l'intelligence et des ressources qui viennent d'ailleurs et des compétences qui peuvent être tirées d'ailleurs. Si vous allez aujourd'hui, par exemple, à la suite de la crise Kamounan-Sapou qui s'est déclarée dans l'espace Kassai entre 2016 et 2018, vous allez voir aujourd'hui que les grandes villes de l'espace Kassai sont devenues cosmopolites. Il y a beaucoup plus de Swahili qui se parlent à Kananga, à Chikapa et à Mbujimaï aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a deux frères et sœurs qui sont venus de l'Est, de Bukavu, Goma et ainsi de suite, qui ont immigré vers là-bas parce qu'appeler à venir travailler. Donc, nous avons besoin des intelligences qui viennent de part et d'autre, mais il est important d'abord qu'avant de compter sur les autres, que le Kassaïen se réveille lui-même. Lorsqu'il va se réveiller lui-même, il pourra évaluer ses besoins qui peuvent être comblés par soi-même. Et la partie qui restera, nous pourrons également tendre la main à d'autres. Et nul ne peut pas prétendre être campé sur soi-même pour assurer son développement sans compter sur l'autre. Je crois que les idées sont déjà là, les jalons sont déjà posés, mais il ne reste plus qu'à l'État de jouer son rôle d'un élément déclencheur en vue de permettre à ce que les ressources qui sont tirées du Kasaï bénéficient au peuple kassaïen, afin que le peuple kassaïen se hisse au même rang que les autres pour se lancer dans le développement. Merci beaucoup, Espérant. Et c'est vraiment profond, le message. En tout cas, nous espérons que le message passe. Cette fois-ci, je vais avec Van. Voilà, il a expliqué en long et en large les deux vocables, l'entrepreneuriat, même Pierre Sostène l'a vraiment, il a beaucoup expliqué quant à ça, mais parlons avec toi. Je pense que le numérique pourra faire aussi la différence. Et pour y arriver, c'est quoi votre stratégie? Je crois aussi qu'il y a nécessité de comprendre que si vous prenez tous ces exemples qui ont été développés et donnés par les amis, vous comprenez qu'effectivement, le problème, ce n'est pas forcément la population. Le problème, c'est d'avoir des bonnes politiques pour mettre au service la population. Et donc, du point de vue du numérique, ça relève encore de ce que j'ai dit tout à l'heure, de la responsabilité de l'État. Ça veut dire que lorsque nous avons des gouvernants, nous leur assignons des missions précises. Et ces missions, c'est notamment créer des environnements qui nous permettent effectivement de matérialiser, concrétiser nos idées. Lorsque vous prenez tous ces exemples donnés par les amis, vous comprendrez que l'entrepreneuriat, du point de vue strict, par définition, c'est le fait de créer des richesses à partir d'une idée, à partir de projets, avoir de petits projets, créer des richesses à partir de vos propres créations et perceptions au niveau mental. Et ça, le peuple de la région en a la capacité. J'ai vu dans la jeunesse plusieurs efforts qui sont fournis malgré l'environnement qui est difficile. Et en termes de partenariat, on l'a dit, c'est le fait de se mettre ensemble et essayer de faire des projets communs et le réaliser, matérialiser ensemble. Mais du point de vue numérique, il faut comprendre les termes. Que le terme est devenu de plus en plus générique depuis l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et la communication. Alors, lorsque vous pensez que l'entrepreneuriat doit être vous pensez que le numérique doit aujourd'hui être compris par la jeunesse, c'est question simplement qu'il y ait des politiques assez orientées pour faire comprendre. Aujourd'hui, nous avons dans le gouvernement un ministère du numérique. Je me pose la question, quelles sont les propositions qu'il fait pour effectivement la concrétisation de cette vision du gouvernement en ayant un ministère du numérique. Parce que finalement, ça ne se sent pas. Mais je vais vous donner un exemple au niveau de la région du Kasaï. Il y a une jeune, dont j'étais les noms pour des raisons de commodité, mais qui a effectivement, à partir de sa maîtrise de la couture, il a la capacité de mettre en ligne ses produits. Parce que tout simplement, il maîtrise les numériques. Il maîtrise les différentes applications sur Internet et sur les smartphones. Cette jeune fille, elle met en vente ces produits qui sont réalisés à partir des Kananga, au Kasaï central, en ligne, et ces produits sont sollicités à l'étranger. Ça veut dire qu'il y a ces soucis-là, il y a déjà cet esprit entrepreneurial dans la jeunesse, mais qui peut, d'une certaine manière, si le gouvernement de la République arrive par exemple à réduire sensiblement les coûts de l'Internet, ça peut permettre d'une certaine manière à ce que les projets qui sont en train de dormir, il y a des jeunes qui meurent avec des projets
qui meurent parce que tout simplement les environnements ne sont pas favorables. Ça veut dire du point de vue numérique, je vais donner un exemple. Nous avons aujourd'hui la connexion Internet la plus chère de l'Afrique, ce qui n'est pas normal. Lorsque vous allez dans des petits pays comme le Rwanda par exemple, vous avez l'impression que vous vivez à l'étranger en Europe, dans des sociétés assez développées, parce que vous avez la possibilité d'avoir la connexion Internet dans des différents points, notamment dans les universités. Même en cours de route, vous avez la connexion Internet. Mais ici, la connexion est très chère, mais également, les maisons de télécommunications ne nous permettent pas effectivement de communiquer de nous mettre avec beaucoup plus d'engagement dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le numérique constitue aujourd'hui la notion qui est en train d'être intégrée par la jeunesse, mais lorsqu'il s'agit de mettre ensemble ces trois termes, l'entrepreneuriat, le partenariat et le numérique, je me dis qu'il n'y a pas un problème au niveau de la jeunesse pour intégrer ces notions. Mais il appartient à l'administration, parce que c'est ça effectivement le rôle, il appartient à l'administration de mettre au service les gens en facilitant effectivement une accessibilité à ces différents environnements. Je vous remets les micros juste pour 2 secondes. Oui. Pensez-vous que la formation, si le gouvernement pouvait bien aménager l'environnement, cette formation pourrait bénéficier cette population? Juste une seconde. Oui, mais je crois que tout doit partir de là également. Au-delà des compétences naturelles, il y a aussi nécessité un défi. Lorsqu'il y a de nouvelles matières, il y a un défi. Et ces défis relèvent des compétences, bien entendu, des autorités que nous avons instaurées. Alors, ces autorités, déjà à partir de la formation académique, dans toutes les universités du pays, il y a les cours d'informatique, pour parler ne serait-ce que de ces cours-là. Mais il est donné d'une manière théorique. Il n'y a pas assez de matériel, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, parce qu'il faut basculer vers le numérique, que ne serait-ce que lorsque vous prenez les programmes de formation que nous avons, que dans les universités publiques, les autorités fassent un effort pour doter ces universités des moyens, des infrastructures qui permettent effectivement que la formation puisse être complète du point de vue théorique, mais aussi du point de vue pratique. Alors, si déjà ces efforts sont fournis par le gouvernement de la République, au sein duquel, si vous permettez, il y a également un ministère ayant cela comme responsabilité, ça permettra d'une certaine manière à évoluer. Pierre Soston me demande la parole. Juste pour 2 secondes, je rappelle, il est le journaliste à Actualité CD. Il est directeur régional à la chaîne Malandi, je pense. Non, Radio-Télévision chrétienne, oui. Juste pour 2 secondes. Alors, ajoutez quelque chose. C'est corriger ce qu'ils vont dire. Il fait une affirmation forte. L'Angola demeure le pays où l'Internet est le plus cher. Dire que nous sommes un pays où l'Internet est le plus cher, c'est faux. L'Angola à côté de nous. Et puis, le taux de pénétration, il y a un problème au niveau du taux de pénétration. Quand vous allez en Angola, le taux de pénétration est assez faible. Donc, la RDC a déjà atteint un certain niveau. Il faut le reconnaître. Alors, le problème, c'est à quel niveau? Non, le problème se trouve au niveau effectivement du taux de pénétration, parce que parlons de l'espace Grand Kasaï. Aujourd'hui, vous avez au niveau du gouvernement central un ministre qui est chargé des pétentiques, un autre qui est chargé du numérique. Mais est-ce qu'on a des correspondants dans le gouvernement provincial? On n'en a pas. On a ces sérieux problèmes-là. Et vous avez des ministres au niveau du gouvernement provincial dans l'espace Grand Kasaï qui ont même déficit, qui n'ont pas des adresses email. Un ministre n'a pas d'adresse email. J'en connais, je ne peux pas les citer. Vous avez des ministres, quand vous lui donnez un téléphone Android, il ne sait même pas comment faire ça. Donc vous avez toutes ces difficultés-là. Je crois qu'on devrait mettre en adéquation le développement et les animateurs du développement. C'est inimaginable qu'on parle aujourd'hui du taux de pénétration ou de nouvelles techniques, de nouvelles technologies de l'information et de la communication avec ce terme numérique. Quand vous avez des dirigeants qui eux-mêmes... Je pense qu'il fallait retirer ça. Est-ce qu'un ministre, vous pensez qu'il peut avoir un email? Oui, ben... J'affirme et j'assume. J'affirme et j'assume. Non, j'affirme et j'assume. C'est des réalités. J'ai dit j'affirme et j'assume. Alors c'est grave. Voilà, donc c'est ça la difficulté qu'on a. Donc si vous attendez que le développement vienne par les nouvelles technologies de l'information et qu'on a des dirigeants qui eux-mêmes sont étrangers à cette nouvelle donne, c'est un paradoxe. Donc il faudrait véritablement qu'on mette en adéquation, je l'ai dit tout à l'heure, je reviens, les dirigeants et les nouvelles donnes. Malheureusement, c'est le paradoxe dans l'espace de Grand Kasaï. Je vous dis que je ne cite pas. Des ministres n'ont pas d'email. Quand vous donnez un téléphone Android, ils vous posent des questions.
Alors, c'est cela que je disais, Jonas. Jonas, si C'est- vous permettez que j'ajoute. Oui, Joseph, oui. Joseph, vous Va permettez que lui j'ajoute. ajouter quelque Alors, chose. ce que je voudrais ajouter, alors, j'ai parlé de l'Internet le plus cher au niveau de la RDC, c'est par rapport à l'ambition qui nous a été présentée, sûrement. Alors, lorsque le président de la République que nous avons aujourd'hui avait décrié à l'époque, opposant, il avait décrié cet état des choses. Alors, nous, on attendait de lui de réponses par rapport à ce qu'il avait décrié hier. C'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre que 10 unités, par exemple, les unités mobiles qu'on achetait à 100 francs, 10 unités à 100 francs congolais, qu'on l'achète aujourd'hui à 200 francs, 250, voire 300 francs dans certains milieux. Qu'est-ce qui a changé? Et tous ces éléments-là doivent être sûrement intégrés. Alors, lorsqu'il s'agit de la notion de l'adéquation de cette nouvelle, dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, Sostène tente de me contredire, mais il revient sur le véritable problème. Ces dirigeants que nous avons, lorsqu'ils parlent par exemple d'un ministre qui manque une adresse mail, c'est une réalité. Moi, je peux attester cette réalité, mais je me pose la question, quel a été effectivement les castings, les critères dans les castings de ces ministres? Ça veut dire, c'est supposé que le ministre est passé à l'université. Il a étudié l'informatique théorique, mais il n'y a pas eu d'application. C'est cela, effectivement, les défis qui incombent aujourd'hui aux gouvernants, de doter les universités publiques, lorsqu'il s'agit, par exemple, de parler de la formation, et que cette formation soit complète. Que la formation soit complète, ça veut dire vous enseignez aux gens les nouvelles technologies de l'information et de la communication, que ça ne soit pas simplement des cours dans des paperasses, mais qu'il y ait effectivement un mariage entre la théorie, qui est apprise largement dans nos universités, mais également la pratique. À partir de là, eh ben, vous aurez des cadres qui pilotent les administrations, même provinciales, qui sont en adéquation avec tous ces éléments. Quelque chose, je pense que c'est pour contredire, c'est bien, mais je vous donne juste une seconde, s'il vous plaît. Oui, une seconde. Van doit toujours revenir en lui-même. Il fait des affirmations graves. La valeur ou bien le prix aujourd'hui de l'Internet doit aller avec les infrastructures. Ce n'est pas parce que le président Tshisekedi arrive au pouvoir. En tant qu'opposant, il dit que nous avons les taux les plus chers et tout. Il arrive au pouvoir, il n'y a pas d'infrastructure. Par quel coup de baguette magique vous pensez qu'il peut réduire le prix de l'Internet? Il y a le fibre optique qui est en train d'être installé. Donc, il faudrait aujourd'hui que le gouvernement fasse tout pour qu'il y ait des infrastructures afin de faciliter l'accès à l'Internet. Le Rwanda a déjà ses infrastructures. Donc, on ne peut pas comparer un pays qui n'a pas d'infrastructure. Non, toi, tu dis non, les 10 unités. Non. On n'a pas encore des infrastructures. Aujourd'hui, les unités que nous achetons, on n'a même pas un opérateur officiel en RDC. Vous voyez le drame. Donc, vous avez les opérateurs que nous avons sont des opérateurs privés. Ils font les affaires. Mais si l'État qui a le pouvoir de régulation a un opérateur officiel, l'État peut contraindre ses opérateurs à revoir leur prix. Aujourd'hui que l'État n'a pas son propre opérateur, comment l'État va le faire? Donc, dire que l'État dit non, nous n'avons pas d'infrastructure, le travail de l'État est là. Le président qui est en train de faire un effort, le fibre optique est en train d'être installé. En attendant, dans l'état des lieux, il faut constater que l'Internet est cher parce que là, il tente de contredire, mais en évoquant ce qui fait difficile aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'infrastructure. Effectivement, Van. Comment tu le fais? C'est vrai. Gardez, L'Internet est cher, tu as pour l'Internet. juste Parce que apaiser vos émotions. J'ai un standing de vie qui est différent, bien entendu, Apaisez vos du reste émotions. de la population. Oui, j'ai un peu évolué, j'ai un peu de moyens qui ne sont pas les mêmes que les petits Donc, peuples. l'environnement économique est bon. L'environnement économique n'est Et pas bon, bon. parce qu'il te permet d'avoir des moyens d'être connecté avec C'est un effort de dépassement. Gardez personnel. les émotions. Gardez les émotions. C'est un problème. Parmi les éléments qui constituent le numérique, nous avons l'éducation, la formation, les informaticiens et tout ça. Dans mes recherches personnelles, en tant que pas spécialiste en communication numérique, je dirais, j'ai trouvé un élément aussi important. Ce sont nos ressources à nous, Congolais. Comme Congolais, nos ressources à nous, qui constituent aujourd'hui l'existence de ce monde-là numérique, c'est grâce à nos ressources à nous. Le coltan, le cuivre, toutes ces histoires que nous avons aujourd'hui. Alors que vous avez un ministre sans l'adresse email. C'est grave, ça. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous les fils du pays. Vraiment des têtes bien formées.
j'ai eu chaud, des têtes vraiment posées en la matière pour le développement de notre pays en général et en particulier les Grands Kassai. Ce panéliste, il s'agit de Fan Frédéric, il s'agit de Pierre Sosten et Espérant Daniel. Ils sont avec nous sur ce plateau parce que nous courons derrière les temps. Je pense que vous les aurez encore dans notre émission prochaine. Mais cette fois-ci, je vais juste leur retourner encore le micro pour 30 secondes, pas plus. S'ils ne respectaient pas, je vais demander mon micro. Et là, nous allons mettre fin à notre émission. Alors, nous commençons avec Espérant. Juste 30 secondes. Je voudrais seulement inviter le gouvernement à mettre en place une politique qui permette à ce que les ressources soient redistribuées au petit peuple et cela va favoriser le développement à la base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder au numérique si on n'a pas du courant, par exemple. Pour que l'on développe, pour que les jeunes conçoivent les projets et se lancent dans l'entrepreneuriat, il faut donc une disponibilité permanente du courant. Et là, ça permettra aux uns aux autres d'initier des petites unités de production en formation en informatique. Je voudrais également que dans la politique du gouvernement, que l'on puisse simplifier la formation par rapport à l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire que l'informatique ne doit pas être seulement un cours qu'on va à l'université, mais que l'on permette, comme déjà certaines formations, certaines écoles privées dans le pays ont déjà initié, que l'on permette que ce soit un programme qui s'apprend dès le bas âge. Ça permettra au jeune homme qui finit les 6 ans ou qui obtient son bac, d'initier quelque chose qui puisse le mettre à la hauteur de se faire indépendant. Merci. Au lieu toujours d'attendre que l'on aille à l'université pour apprendre. 30 secondes. Oui, ce que moi je veux demander que le gouvernement facilite l'accès de la population aux services qui rentrent dans le cadre des nouvelles technologies de l'information. Je connais un pays au monde, je ne le cite pas pour faire sa publicité, où on avait distribué des ordinateurs gratuitement à tous les étudiants du pays. Je connais un pays comme ça. Nous avons tout ce qu'il faut, mais la difficulté que nous avons, je crois que le président Tshisekedi ne peut pas le faire pour le moment parce que le pays se retrouve dans l'état où il est très désorganisé. Vous avez évoqué les matières que nous avons, cobalt et tout, mais on les exploite dans quelles conditions? Ce sont ces conditions-là. Donc, la mission première, pour moi, que le gouvernement actuel fasse tout pour organiser ce pays. Dès que le pays est organisé, les choses vont avancer. Quand le pays demeurera dans l'état où il est, on exécute des projets. On a eu un projet qu'on appelle 100 jours. On a un autre qui est en cours d'exécution qui s'appelle Chez les Jeunes. Ces projets arrivent au Kassai, ils n'ont jamais été audités. Ces projets n'ont jamais été audités. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qui a été fait et pourquoi on n'a pas fait. Donc tant qu'on demeure dans cet état où on sort des millions, on les envoie, on fait un truc trompe-l'œil et après on n'audite pas, on ne sanctionne personne, nous demeurons dans cet état. Donc il y a l'organisation. Terminons avec Fan Frédéric. Termine, 30 secondes. Alors, terminé, tout à l'heure, vous avez compris, les collègues membres du panel ont partagé les réflexions que nous avions tous déployées ici. Tous ont convergé vers le fait de comprendre que la mission revient à l'administration et ces administrations sont pilotées par des gens à qui nous avons donné des missions précises. Alors, à notre niveau, au niveau de la région du Kassai, un diagnostic sérieux sur nos problèmes a été déjà fait. Vous avez suivi tout à l'heure Sosten qui est revenu sur l'urgence de désenclaver la région, la nécessité aussi de mettre du courant dans cet espace, mais au moins la main-d'œuvre est là, les compétences sont là, et il revient tout simplement à l'État congolais d'être un tout petit peu sérieux, d'être un tout petit peu responsable pour permettre à ces dignes fils d'éviter notamment ces phénomènes d'exode. Parce que, je dois vous rappeler, la région du Kassai est en train de se vider petit à petit de ses habitants qui fuient la misère, qui fuient les conditions difficiles, qui sont en train d'aller ailleurs où ils pensent trouver du pain et s'améliorer et évoluer. Merci beaucoup, Van Frédéric Chilanda. Merci à vous, Pierre Sosten Kambidi. Merci. Merci à vous, Espérant Daniel Kambolo. C'était un grand honneur. Chers internautes, chers abonnés de Mbuntu, partout où vous vous trouvez, en Afrique du Sud, au Canada, et ici, nous soulignons aussi Tabalaï, Grand Kassai, Bukarenga Mbouetou. Nous vous disons merci d'avoir suivi ces panélistes, fils de notre pays et fils du Grand Kassai.
J'aurai encore l'honneur de les recevoir dans notre émission prochaine. Ils vont vraiment vous parler des choses et vous signifier ce dont le Grand Kasaï a besoin. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous disons aussi un grand merci à vous, chers panélistes. Merci. À très prochaine. Ciao! À très bientôt.